Carl Jung a un jour documenté une transformation si profonde, si troublante, qu'elle ébranla même sa compréhension aguerrie de la psyché humaine. Au fil de décennies de pratiques cliniques, il commença à remarquer un phénomène étrange et récurrent, apparaissant dans son cabinet de Zurich encore et encore, mais toujours avec des détails uniques et hantants. Cela se produisait chez des personnes qui, au premier regard, semblaient incroyablement douces, infiniment généreuses et d'une sensibilité extrême. Des personnes que le monde qualifierait de tendres. Des personnes qui semblaient fragiles. Et pourtant, lorsqu'un déclic profond se produisait en elles ne se brisaient pas. Elles devenaient autre chose, quelque chose d'inimaginable. Je les appelle les éveillés. Jung, lui, utilisait un terme plus technique, personnalité intégrée, le soi complet. Mais en vérité, aucune expression ne rend justice à ce qui leur arrivait. Elles incarnaient en l'essence même de sa théorie de l'intégration de l'ombre. Le processus de réappropriation des aspects cachés, niés et réprimés de soi-même pour les fusionner avec l'identité consciente. Mais ce qu'il voyait dans ces cas n'était pas une théorie abstraite, c'était brut, volatile, réel. Et cela ne les changeait pas seulement, cela le changeait, lui aussi. Jung remarqua que la grande majorité de ces cas commençaient par un certain type d'histoire de vie. Les patients arrivaient porteurs de blessures si profondes qu'il était difficile de les exprimer. Des blessures infligées non pas par des ennemis, mais par ceux en qui ils avaient le plus confiance. Conjoints, parents, frères et sœurs, amis. Ce n'étaient pas les méchants évidents de la vie, mais des gens qui disaient « je t'aime » d'une voix douce, tout en détruisant la personne en face d'eux dans le même souffle. Ils arrivaient avec des ecchymoses, parfois visibles, parfois enfouies si profondément qu'ils ne savaient même plus qu'elles existaient. Ils se blâmaient pour le chaos dans leur foyer, ils s'excusaient d'exister. Ils étaient, comme Jung se mit à les appeler en privé, les amortisseurs émotionnels de leurs systèmes sociaux. Lorsqu'il y avait un parent alcoolique, c'était eux qui apaisaient les colères. Lorsqu'il y avait de l'infidélité dans un couple, ils trouvaient un moyen de l'excuser, de se réduire, de devenir assez pour que cela ne se reproduise pas. Lorsqu'il y avait de la dysfonction familiale, ils en portaient le poids. Maintenant, toute la structure debout alors que tout le monde s'effondrait autour d'eux. C'était presque troublant. Ces personnes étaient souvent les plus sensibles de la pièce, capables de lire les autres sans un mot. Mais elles étaient aussi celles à qui l'on avait appris, encore et encore, que leur perception était fausse. Dès l'enfance, on leur avait répété qu'elles étaient trop sensibles, trop émotives, trop dramatiques. La vérité qu'elles ressentaient dans leurs os était rejetée jusqu'à ce qu'elles apprennent à la rejeter elles-mêmes. Au début, Jung pensait qu'il s'agissait simplement de blessures émotionnelles, des êtres brisés, surchargés. Mais en posant des questions, il remarqua quelque chose qui lui glaça le sang. Lorsqu'il leur demandait de décrire leurs relations, il n'obtenait pas des récits confus. Il obtenait des détails méticuleux, des chronologies précises, des souvenirs si nets qu'il pouvait te décrire la lumière dans la pièce au moment de la trahison, les mots exacts prononcés, le changement dans la respiration, avant qu'un mensonge ne soit dit. Il se souvenait des schémas comme des scientifiques suivant des données pendant des décennies. Il pouvait en dire exactement ce qui déclenchait la colère d'un abuseur, ce qui le désarmait, ce qui le faisait basculer. Ce n'était pas seulement des personnes blessées. C'étaient des observateurs, experts, silencieux, implacables. Ils avaient étudié ceux qui leur faisaient du mal avec une discipline inconsciente. Ils avaient tout enregistré, chaque micro-expression, chaque changement de ton, chaque incohérence dans un récit. Et pourtant, ils ne s'en étaient jamais servis, pas une seule fois, pas jusqu'au jour où ils ont craqué. Jung comprit alors que leur esprit n'était pas un journal de souffrance. C'était une salle de guerre, une carte détaillée du comportement humain élaborée en silence. Ce que d'autres appelaient intuition était en réalité une reconnaissance de schémas à grande vitesse. Ils lisaient les données plus vite que la plupart des gens ne pouvaient les percevoir. Et alors qu'ils se qualifiaient eux-mêmes de hypersensibles, Jung soupçonnait qu'ils percevaient en réalité la vérité plus fidèlement que quiconque dans la pièce. Mais le monde punit la précision quand elle menace le confort. Chaque fois que ces empathes exprimaient ce qu'ils voyaient, les agendas cachés, les manipulations subtiles, on leur disait qu'ils avaient tort. Ils apprirent à avaler leurs intuitions, à douter de ce que leur corps savait avant même que leur esprit puisse le nommer. La vérité, pourtant, ne disparaît pas. Elle attend, elle s'accumule, et quand elle refait surface, elle le fait avec une force implacable. Dans chaque case étudiée par Jung, il y avait un déclencheur, la trahison. Pas la trahison ordinaire que tout le monde connaît un jour, mais celle qui pulvérise la confiance d'une personne. Un conjoint infidèle qui ment depuis des années, un ami de toujours qui utilise leurs secrets contre eux, un membre de la famille qui les exploite à leur pire moment. Ce qui les détruisait, ce n'était pas seulement la trahison, c'était de réaliser qu'ils l'avaient au-dessus depuis le début, qu'ils l'avaient senti, et qu'ils s'étaient ignorés. Avant le point de rupture, ils faisaient ce qu'ils avaient toujours fait.
Ils se taisaient, ils absorbaient les coups. Ils se promettaient d'être meilleurs, plus gentils, plus accommodants. Ils portaient en eux seuls la douleur, puis vint l'instant de clarté. Ce moment où leur reconnaissance des schémas surpassait enfin leur besoin de croire au meilleur chez les autres. La réaction ne fut pas la colère. Pas de cris, pas de larmes incontrôlables. Les abuseurs s'attendaient à cela. Ils étaient prêts à riposter, à manipuler, à inverser la culpabilité. Mais l'explosion n'eut pas lieu. À la place, l'empate devint immobile. D'une immobilité presque inhumaine. La peur avait disparu. Le doute de soi aussi. Restait une certitude calme, concentrée. Les émotions ne s'étaient pas éteintes, elles s'étaient fusionnées avec l'intellect, créant quelque chose de totalement nouveau. Ils commencèrent à parler, sans venin, mais avec précision, présentant les faits comme un chirurgien décrit chaque incision, décrivant les événements exactement tels qu'ils s'étaient produits, rappelant des détails que personne ne pensait qu'ils avaient à remarquer. Ce n'était pas une attaque, c'était une dissection. Et à cet instant, Jung vit l'intégration de l'ombre. L'intelligence réprimée, l'intuition ignorée, la force niée, tout était repris. Tout était unifié. Dès ce jour, ils ne furent plus jamais les mêmes. Ils ne redevinrent pas complaisants. Ils ne doutèrent plus de leur perception. Ils avaient franchi un seuil et l'ancien moi avait disparu. La suite fut rapide et précise. Les relations abusives se terminèrent nettes comme tranchées au scalpel. Les membres de la famille toxique furent coupés sans drame, sans culpabilité. Les limites devinrent infranchissables. Ils restaient empathiques, mais désormais sélectifs. Autre changement, ceux qui les exploitaient autrefois commencèrent à les éviter sans savoir pourquoi. Jung appela cela l'instinct du prédateur. Les manipulateurs sentent quand leur proie s'est réveillée. C'est comme un changement dans l'air. Ils sentent le danger sans en connaître la source. Dans ses notes, Jung écrivit la vérité la plus glaçante. Ces empathes intégrés n'avaient pas besoin d'annoncer leur puissance. Elles se ressentaient. Le plus troublant encore, c'est qu'ils possédaient désormais la capacité de manipuler aussi efficacement qu'on les avait manipulés. Ils pouvaient démanteler quelqu'un en quelques phrases, mais ils ne le faisaient pas. Ils refusaient d'utiliser ce pouvoir pour détruire. La vengeance qu'ils auraient pu exercer aurait été dévastatrice, mais ils se contentèrent de partir. Ce choix fascinait Jung. Il révélait un centre moral si solide que malgré tout, ils refusaient de devenir ce qu'ils avaient subi. Ils n'avaient pas besoin d'excuses, pas besoin de reconnaissance. Ils devenaient entiers sans validation extérieure. Jung se reconnut en eux. Lui aussi était un observateur sensible. Il connaissait la douleur de percevoir trop et la solitude de garder ses vérités pour soi. Les voir s'éveiller le força à se demander que se passerait-il si cet éveil se répandait. Il les suivit pendant des années. Ils prospéraient, ils construisaient des carrières fulgurantes car ils devinaient les besoins non exprimés de leurs clients. Ils formaient des relations saines car ils repéraient les signaux d'alerte avant qu'ils ne deviennent des pièges. Ils avancèrent dans la vie avec une direction inébranlable car ils se faisaient entièrement confiance. Jung traça le processus. Première étape, reconnaissance, le moment où ils acceptaient enfin les parties d'eux-mêmes qu'on leur avait appris à cacher. Deuxième, intégration, fusionner compassion et lucidité, lumière et ombre en un tout cohérent. Troisième, application, utiliser leur perception de manière intentionnelle, non seulement pour survivre, mais pour créer. Quatrième, retour au service, aider les autres à s'éveiller mais avec discernement et des limites impossibles à franchir. Une fois intégrés, ils devenaient immunisés contre les ruses qui les avaient autrefois piégés. Le gaslighting échouait car ils croyaient en leur perception. La manipulation échouait car ils la voyaient venir avant même qu'elle ne commence. L'abus échouait car leur valeur ne dépendait plus de l'approbation de quiconque. Ils n'avaient pas perdu leur capacité à aimer. Ils avaient gagné la capacité d'aimer sans se perdre eux-mêmes. Ils étaient ce que Jung appelait l'amour avec des frontières. Et cela peut-être était la chose la plus dangereuse pour ceux qui vivent du contrôle. Jung comprit que ces personnes étaient des miroirs. Elles n'avaient pas besoin d'attaquer directement la dysfonction. Leur présence la reflétait si clairement que les manipulateurs se sentaient mis à nu simplement en leur présence. Les authentiques, eux, s'en approchaient. Ces dernières notes à ce sujet étaient presque empreintes de révérence. Ces individus prouvaient que la sensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une force lorsqu'on se l'approprie. La tragédie, écrivait Jung, c'est combien de temps les empathes attendent avant de l'honorer. Car lorsqu'ils le font, ils ne sont plus victimes, ils sont souverains. Si tu es arrivé là, si tu crois en ce que tu vois et ressens, sans avoir besoin que quiconque soit d'accord, garde cette vérité en toi, je te vois mais je n'ai pas besoin de toi. Car une fois arrivé à cet endroit, rien ne peut plus t'atteindre de la même manière.